Alors, je vous propose donc de reprendre nos travaux et de poursuivre avec donc la seconde table ronde. Nous accueillons donc maintenant, je vais commencer par ma gauche, par mon extrême gauche, Célia Martin. Célia est une ancienne salariée qui a fait un autre choix aujourd'hui et qui vous racontera ça et le pourquoi de ses choix et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça transforme aussi dans le travail au quotidien. Marc Véron, toujours à ma gauche. Marc est un ancien DRH Carrefour, Capgemini, entre autres choses. Et puis, il est aujourd'hui consultant, on peut le dire. Consultant. Non, mais parce que je fais attention, je fais très attention. Consultant, donc évidemment sur des sujets RH et de dialogue social. Et tu es donc, Marc, un observateur avisé aussi de ce qui se passe sur ce marché du travail et sur ces nouvelles formes de travail qui irriguent l'entreprise. Et on reviendra sur ce sujet avec toi tout de suite. Et Michel Leclerc. Michel, vous êtes cofondateur du cabinet Parallèle, donc vous êtes avocat, et vous êtes particulièrement avocat sur les sujets des entreprises de plateformes et des plateformes et de ce qui tourne autour, donc leurs prestataires, leurs donneurs d'ordre et les travailleurs qui interagissent avec elles. Et donc vous nous ferez tout à l'heure, je pense, un point d'éclairage de droit sur toutes ces transformations. Il y a eu des questions, on l'a vu tout à l'heure, qui étaient riches sur le sujet, donc on y reviendra largement dans un instant. Marc, je vais commencer avec toi. On a vu dans la table ronde précédente, et notamment au travers des propos tenus par Laetitia Vito, que effectivement on a une transformation quand même néanmoins assez profonde des modes de travail avec ce nouveau métissage entre salariés et indépendants sous quelque forme que ce soit. On a vu dans les questions que ça interrogeait le modèle organisationnel, le modèle managérial. Je pense que tu en diras quelques mots. Ça interroge aussi le sujet du contrat de travail. Alors on aura un regard juridique très avisé tout à l'heure, mais néanmoins, je pense que c'est intéressant de planter un peu le décor sur ce sujet. Donc je te laisse donner un point de vue ou en tous les cas une analyse sur ces points. Alors, je vais me placer, avant de me placer du point de vue du consultant, je vais me placer du point de vue du DRH. Et au regard de mon parcours que vient d'indiquer Sylvie, un petit peu comment le rôle du DRH a changé. Alors, il y a eu une période, et je vais aller assez rapidement sur cette période-là. Laetitia en a parlé tout à l'heure sur le recentrage sur le métier qui a amené un certain nombre d'externalisations. Hein. Donc en tant que DRH, j'en ai fait un certain nombre, notamment dans le domaine informatique, puisque ça a été assez classique. Et j'ai été d'ailleurs des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du côté de Carrefour qui menait des opérations d'externalisation de son informatique vers des prestataires, et puis après du côté de Capgemini où j'étais exactement dans la position inverse, et notamment il se trouve que j'étais DRH de l'activité qu'on appelait auparavant Capgemini Outsourcing Services, qui était justement l'activité qui reprenait des activités informatiques à des clients. Cette phase-là, je dirais, pour le DRH, c'était assez simple parce qu'on gérait bon an là quand même toujours des contrats de travail. Et donc, avec d'un côté des contrats de travail qui étaient dans la structure, qui étaient dans la boîte dans laquelle on avait la responsabilité, et puis après, on transférait, je dirais, cette responsabilité à d'autres, et on regardait quand même de prendre dans cette opération d'outsourcing non seulement les meilleurs professionnels, mais également ceux qui étaient les mieux disants au niveau social, puisque ça facilitait quand même très largement l'application du 122.12 que vous devez tous connaître. Ça a amené, alors, peut-être pas toujours, hein, mais quand même plutôt des évolutions que moi je considère comme positives, et notamment parce que ça donnait accès pour les personnes qui étaient dans cette situation en fait de transfert à des univers métiers qui étaient beaucoup plus larges. Je vais donner juste quelques exemples. Je vais en donner deux. Quand chez Carrefour on a externalisé l'informatique,
les informaticiens, on les gérait auparavant avec simplement une classification qui était à 3 niveaux, et on ne savait pas gérer autrement qu'avec ces 3 niveaux. Quand on passe dans une ESN, que ce soit Capgemini ou autre, on est avec une cartographie de métiers qui est de 350 métiers, avec une diversité, une gestion des métiers et une formation qui peut être apportée par cette ESN qui est sans commune mesure à ce que pouvait apporter Carrefour. C'est-à-dire mon budget formation, quand je regardais la partie que je pouvais consacrer à l'informatique, déjà j'y connaissais rien du tout, donc je veux dire j'avais du mal quand même à faire des priorités, mais en plus, je dirais, on n'était pas pertinent dans notre offre parce que c'était pas notre métier. Donc cette analysation, elle a apporté quand même un plus en termes à la fois de professionnalisation et puis d'ouverture de perspective. Quand j'ai été dans l'autre sens, du côté de Capgemini, et par exemple qu'on gérait les ex-Schneider qui avaient été repris en fait sur des volumes assez importants, sachant que les personnes avaient continué à faire le même métier sur le même site avec les mêmes collègues, ce qui avait changé, c'était juste leur badge à la cantine, hein, pratiquement. Donc là aussi, pareil, c'est-à-dire on a pu gérer ces évolutions de carrière, la professionnalisation, etc., que Schneider n'aurait pas été en capacité de le faire. Donc je dis plutôt des aspects positifs. Ça, je dirais, c'était avant, je dirais plutôt bien, on était dans une logique contrat de travail. Et puis, les formes de travail se sont multipliées. Pascal Huguetto en a parlé, je dirais, avec cette évolution. Et quand on regarde aujourd'hui, je dirais, ce qu'est le rôle du DRH et ce qu'il devrait, il y a un hiatus. Ce qu'il est aujourd'hui, on l'a laissé en fait complètement sur son champ qui est de gérer un contrat de travail. C'est-à-dire qu'on nous donne pour mission de recruter, d'établir un contrat de travail, et puis après de gérer le contrat de travail dans toute la vie du contrat de travail, hein, et toutes les obligations qui vont avec. Et puis, on dit au DRH, alors il s'occupe aussi de l'intérim, hein, puisque l'intérim, je dirais, c'est un petit peu de la même chose, parce que déjà, il y a des similitudes, parce que le lien de subordination, il existe, hein, je veux dire, même si la personne est intérimaire, il y a un lien de subordination en termes de management, et donc, je dirais, on est dans le champ du DRH. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait peut-être la caractéristique, c'est-à-dire, quand il y a lien de subordination, on dit c'est du rôle du DRH, quand il n'y a plus de lien de subordination, hop, on dit c'est hors champ. Et on se rend compte, notamment je m'en suis rendu compte à Capgemini, mais je me rends compte avec les clients avec lesquels je travaille, qu'on est de plus en plus avec des équipes dans lesquelles, et Ziryeb en parlait tout à l'heure, je veux dire des équipes dans lesquelles on a une forte diversité de statuts et de formes de travail. Et donc, quand on est DRH, on ne peut pas négliger cet aspect-là. On ne peut pas dire, ah ben non, je vais m'occuper, sur cette équipe de 20 personnes, je vais m'occuper que des 12 qui ont un contrat de salarié ou d'intérim, et puis les autres, ben, je veux dire, on ne regarde pas. Et c'est, je trouve extrêmement intéressant que le DRH s'intéresse à aussi l'autre population, pour plusieurs raisons. Première raison, le collectif. C'est-à-dire quand on parle du contrat de travail, on parle d'une relation individuelle avec ce qui va avec. Pour autant, le DRH, son boulot, il est aussi pour beaucoup d'assurer que le collectif de travail fonctionne. Et on ne peut pas parler de collectif si dans des équipes, eh bien, on a la moitié ou 30% ou 25% qui est composé de personnes qui n'ont pas ce même lien contractuel avec l'entreprise. Et donc, et d'ailleurs, on le voit notamment à travers les réseaux sociaux ou ce qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire que dans le collectif de travail, de la manière dont il fonctionne, et notamment en utilisant des outils comme Slack, etc., je veux dire, il n'y a plus aucune différence de savoir si la personne elle est extérieure ou pas extérieure. De toute façon, ils contribuent tous à ce collectif et ils échangent des informations et avec l'encadrement et avec l'ensemble des collègues exactement de la même manière que les autres. Donc, on se doit de regarder. Et puis, je vais vous donner aussi une autre raison qui est tout aussi importante et qui montre bien, des fois, l'aberration dans laquelle on est rentré, surtout dans les grandes organisations, en créant, en fait, une cloison, une barrière pour le DRH entre ce qui relève du contrat de travail et ce qui ne relève pas du contrat de travail. Alors, je reviendrai d'ailleurs sur un peu l'explication pourquoi on demande au DRH de rester sur le contrat de travail. Récemment, un DRH me disait que dans la grande entreprise dans laquelle il était, il y avait des restrictions sur le recrutement, hein, je veux dire, comme dans beaucoup d'entreprises, je dirais, qui
pour lequel le turnover n'est pas forcément important et donc où il faut quand même regarder très précisément l'évolution des effectifs. Et donc, ce qui se passait, c'est assez classique, comme il y a l'interdiction de recruter, on passe, à défaut de passer par la porte, on passe par la fenêtre avec le recours à des prestataires. Et ils s'amusent. Et quand on passe par cette fenêtre, on ne passe pas par la porte du DRH, puisque le DRH, il n'est que sur la porte, il n'est pas sur la fenêtre. Donc ça veut dire que ce n'est pas les mêmes personnes qui font la sélection des personnes, des individus. Par la porte, il y a tout le processus de sélection, y compris pour les alternants encore d'ailleurs comme des cadres supérieurs, je suis d'accord avec ce que disait Ziria tout à l'heure, mais je veux dire, on passe par la porte, la grande porte, celui du DRH. Quand on passe par la fenêtre, c'est par les achats que la personne rentre, pas par la porte du DRH. Et donc les critères des achats ne sont pas tout à fait les mêmes que les critères du DRH. Déjà, on n'a pas tout à fait la même formation, on n'a pas les mêmes obligations, on n'a pas... Et ce DRH s'est amusé à regarder, finalement, par rapport aux gens qui rentraient dans l'entreprise, à la fois la porte et la fenêtre, c'était quoi les différences. Et il a constaté que, finalement, le même chef qui était hyper exigeant pour ceux qui passaient par la porte, l'était beaucoup moins pour ceux qui passaient par la fenêtre. Et pour autant, ceux qui passaient par la fenêtre étaient tout aussi compétents que ceux qui passaient par la porte. D'ailleurs, ils avaient été... pris en prestataire et en freelance, justement pour cette expertise et cette compétence. Et donc, ce DRH a proposé qu'il y ait un travail en commun fait entre les achats et le DRH. Et donc, ils ont comparé leur niveau d'exigence. Les achats ont été très, très intéressés parce que ça leur a donné des billes dans la sélection qu'ils pouvaient faire auprès des prestataires, de ne pas simplement regarder qu'au niveau juridique, ça cochait toutes les cases, mais qu'il y avait aussi quand même des éléments à regarder au niveau du comportement de l'individu, de la capacité à s'intégrer dans un collectif, qui sont tout aussi intéressants que les papiers que pouvait fournir le prestataire. Et donc je trouve que pour le DRH, il y a vraiment un champ qui est intéressant à regarder, qui est de dire... Raisonnons pas dans notre domaine particulier, mais raisonnons vraiment collectif et travaillons, je dirais, de main dans la main de temps en temps, achat et DRH, pour notamment mettre aussi en commun un certain nombre de niveaux d'exigence et de comment on veille à ce que ce niveau d'exigence soit respecté en bonne intelligence, parce que de toute façon, l'entreprise est amenée à travailler maintenant de cette façon-là, avec ces formes de travail-là. Alors, et puis on en reviendra peut-être sur l'aspect juridique. Pourquoi le DRH aujourd'hui, on l'a cantonné en fait dans ce qui est en relation avec le contrat de travail? C'est qu'on a peur que si on dit au DRH, tu vas t'occuper aussi des freelances, on a peur que le freelance, eh bien finalement, comme c'est le DRH qui s'en occupe, etc., on demande une requalification parce que le freelance va dire, oui, mais finalement, c'est quoi la différence entre celui qui est salarié à côté, qui a la carte de cantine, et puis moi qui n'ai pas la carte de cantine? Et donc, on travaille plutôt sur des peurs aujourd'hui qui, à mon avis, d'ailleurs, dans beaucoup de cas, n'existent pas, parce que les freelances ne demandent pas du tout à être salariés. Et en plus, le fait qu'on ne les connaisse pas nous prive, nous, de capacité aussi, en termes de sourcing de recrutement, où on pourrait recruter des salariés dans cette population-là, parce qu'on a décelé à la fois une compétence, mais aussi une motivation à un moment donné pour rejoindre l'entreprise avec un statut qui est différent et donc avec une relation qui est différente. Et je vais finir juste sur une anecdote. De temps en temps, quand j'étais à Capgemini, je me déplaçais et j'allais voir les équipes qui étaient sur place. Et donc dans les équipes sur place, on a ce mélange-là. Donc des fois, c'est du 50-50, 60-40, etc. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer que dans ceux qui étaient dans les freelances, c'était des personnes qui étaient rentrées par ma porte, mais qui étaient sorties aussi par ma porte. Alors, donc des gens qui avaient quitté l'entreprise et qui pour autant avaient été repris à un moment donné en freelance parce que, et donc j'ai interrogé le manager, je disais, mais attends, comment ça se fait qu'un tel, qu'on connaît bien ensemble tous les deux parce que il était salarié de l'entreprise, pourquoi tu l'as pris, etc. Qu'est-ce qui a fait que? Il me disait, mais attends, dans le domaine où je recherche, c'est vraiment le meilleur, en plus je le connais, donc il ne va pas me raconter des carabistouilles, et puis j'ai confiance, etc. Et ça aussi, je dirais, ça amène à repenser la relation que l'on peut avoir avec le salarié, qui est de dire, c'est pas parce que la personne quitte l'entreprise à un moment ou à un autre, pour X raisons, que pour autant on ne doit pas garder le lien, et que pour autant, il n'est pas intéressant de le reprendre. À Capgemini, moi je les appelais les boomerangs, c'est-à-dire les gens qui partent et qui reviennent. Mais c'est intéressant aussi qu'il y ait des parcours à un moment donné qui soient variés, où la personne se dise, c'est pas parce que je suis parti que la porte elle est définitivement fermée et que je ne pourrais pas re-rentrer. Et donc ça amène aussi à une autre relation
avec les salariés et les ex-salariés pour lesquels on peut garder aussi des liens qui sont peut-être plus du contrat de travail, mais qui peuvent être par la prestation. Ce qui est d'autant plus important, me semble-t-il, ce que tu dis à l'instant, sur le fait de pouvoir partir et revenir, et tout ça en bon terme et en bonne intelligence, dans un contexte de marché de l'emploi, alors particulièrement sur les cadres, extrêmement tendus et qui va l'être de plus en plus. Vincent abordait le sujet des compétences sur le strict champ du numérique tout à l'heure, mais c'est en train de gagner bien d'autres métiers. Ce que tu dis là, effectivement, moi, me questionne sur 2 points. Le premier, c'est justement, tu parles de requalification, et je confirme, pour avoir beaucoup écouté, étudié sur des aspects d'investigation syndicale, les freelances, enfin les indépendants au sens large, qu'effectivement, ce n'est pas du tout leur sujet, la requalification. Ils en ont bien d'autres, mais pas celui-là. Donc, ce n'est pas tant le sujet requalification, mais peut-être partage de la valeur dont on parlait, enfin, nouveau partage de la valeur dont on parlait tout à l'heure, c'est la première question. Et deuxième point qui m'interroge aussi dans ce que tu dis, c'est une entreprise, et plus particulièrement un DRH, il doit aussi piloter, et de plus en plus, le sujet de la loyauté et le sujet de l'engagement. Parce que ça, effectivement, c'est un point important de la performance de l'entreprise. Comment fait-on quand on est effectivement hors d'un lien de subordination et malgré tout que l'on doit essayer d'organiser cette loyauté et surtout cet engagement d'équipes globales et donc finalement très diverses dans leur composition? Alors, dans le contrat de travail, il y a différentes caractéristiques et il y a cette caractéristique spécifique en fait qui est la subordination. Derrière la subordination, il y a aussi des obligations. Les obligations, d'ailleurs, tu l'as rappelé tout à l'heure, qui sont celles de l'employeur, qui sont aussi de veiller à l'employabilité de la personne, de lui donner du travail, c'est cette obligation de lui donner du travail, donc de le former, et de veiller aussi à son évolution, je dirais, à la gestion prévisionnelle. Donc ça, je dirais, c'est une partie intégrante. Et sous-tend, je dirais, cette relation-là, ce devoir de loyauté est réciproque. C'est-à-dire que l'entreprise se doit d'être loyale vis-à-vis du salarié, en lui apportant justement ces éléments-là, et le salarié se doit d'être loyal envers son entreprise en étant fidèle. Cette loyauté, elle a été quand même beaucoup fragilisée sur ces dernières années. C'est des plans de départ, c'est aussi du côté salarié, je veux dire, des attitudes que je vais qualifier d'un peu mercenaires, mais des personnes quand même qui viennent prendre à un moment donné une expérience, une formation, et puis qui après vont la valoriser rapidement ailleurs sans qu'on puisse avoir notre mot à dire. Cette loyauté a été quand même fragilisée. Et donc, il faut arriver à reconstruire quelque part une relation avec le salarié qui soit peut-être sur une durée qui est plus courte, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une loyauté telle qu'on pouvait la concevoir il y a quelques années sur des temps longs, sur une durée plus courte si le salarié le souhaite ou si l'entreprise, pour des raisons X ou Y, n'a pas possibilité de le maintenir trop dans la longueur. Mais pour autant, je dirais, il faut qu'il y ait à chaque fois des contreparties. C'est-à-dire on ne peut pas avoir un lien de subordination avec toute l'obligation qui est derrière cette subordination s'il n'y a pas aussi derrière d'autres formes en fait de contrepartie et d'obligation, notamment à travers la formation à la gestion prévisionnelle. Et tu soulignais tout à l'heure dans le débat précédent que quand même la grosse différence qu'il y a entre un freelance et un salarié, c'est que pour le freelance, l'entreprise ne se soucie pas ni de la formation de ce freelance, ni de son évolution, quoi. Et donc ça risque quand même à terme de poser problème, surtout si les freelances n'investissent pas une partie de leur temps finalement à continuer à se former. Et quand on est en plus sur des univers technologiques qui bougent très très vite, celui qui ne le fera pas, eh bien, se condamne en fait pour le futur. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance. Donc ça peut amener d'ailleurs, on voit d'ailleurs l'évolution un peu des choses, c'est-à-dire que le compte personnel de formation qui se retrouve élargi aujourd'hui, c'est bien aussi pour répondre à ces formes de travail différentes, quoi. Et puis après, on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui constitue un petit peu ce socle, c'est-à-dire qui va être commun à tout le monde.
C'est-à-dire qu'on va apporter la même chose, quel que soit en fait son contrat de travail. Et donc c'est à travers du compte personnel de formation. On le voit un petit peu d'ailleurs avec la réforme de l'assurance chômage sur aussi le droit de pouvoir démissionner et pouvoir l'élargir aussi à une population plus large que les salariés. J'ai un vrai sujet sur le partage de la valeur. Alors moi je suis passionné de ce sujet depuis très 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 longtemps, et notamment ça date de la période de Carrefour. Et c'est vrai qu'il y a un sujet aussi de partage de la valeur suivant la forme de travail. On a des dispositifs tels que la participation, l'intéressement qui sont quand même réservés aux salariés, l'épargne salariale qui est réservée aux salariés. Est-ce qu'à un moment donné, on doit avoir des dispositifs un peu plus ouverts? L'intéressement commence à le permettre, mais c'est quand même très très compliqué à mettre en place. Bon, ça fait partie de mes questions, qui est de dire est-ce qu'on doit avoir à un moment donné, dans ce socle, et qui est transverse, quelle que soit en fait la forme de la relation avec l'entreprise et donc la forme de travail, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'un peu plus enrichi? On le voit un petit peu d'ailleurs, c'est pas forcément un modèle, mais parce qu'ils l'ont fait aussi parce qu'ils étaient obligés sur la partie prévoyance, hein, avec notamment l'obligation aujourd'hui pour les entreprises telles que Deliveroo, Uber, etc., de pouvoir assurer un minimum une prévoyance pour ces livreurs qui sont indépendants. Donc il y a toute une question quand même sur ce socle social qui, à mon avis, est nécessaire parce que le socle social, c'est bien entendu des garanties pour le salarié, mais c'est aussi, je dirais, là, je prends ma casquette d'ex-DRH, c'est aussi ce qui assure une certaine stabilité et qui fait aussi qu'on a un collectif qui existe. C'est pas le collectif, c'est pas simplement parce qu'on se voit et qu'on mange ensemble à la cantine, c'est aussi parce qu'on partage un certain nombre de choses qui font aussi partie de ces garanties. Merci Marc. Alors ça ouvre effectivement beaucoup de questions et je pense qu'on aura un champ nourri tout à l'heure. Je propose de faire un détour par effectivement une expérience personnelle pour illustrer d'ailleurs certains des points que tu viens de soulever. Et puis ensuite on passera, puisque là aussi on ouvre sur des questions de droit. J'en ai d'ailleurs noté quelques-unes que je compléterai tout à l'heure. Donc je propose de faire un petit détour avec Célia. Célia Martin, donc, comme je le disais tout à l'heure, est une très fraîche ancienne salariée, puisqu'elle a eu 10 ans de salariat qu'elle vient de terminer avec un vrai choix de vie, et elle a donc choisi de devenir indépendante, alors à la fois indépendante et entrepreneuse, puisqu'elle a plusieurs casquettes en plus. Donc elle va nous expliquer ça et nous dire effectivement ce que ça sous-tend. Mais il y a un petit interlude juste avant. Bouche à demi ouverte, elle te souriait, elle semblait offerte à tous ceux qui passaient. Tout ne peut pas vous faire rire. Vous faites rire les autres. Tout me fait rire, moi. Ça, c'est un truc que j'ai adopté une fois pour toutes. Je me suis plus posé la question à partir de ça. Je me suis dit, voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va décider qu'on pleure de tout? Est-ce qu'on va décider qu'on rit de tout? Ou est-ce qu'on va décider qu'on se fout de tout? Comme j'aimais pas la solution de se foutre de tout, ni de pleurer de tout parce que c'est très crevant, j'ai décidé de rire de tout. Merci Coluche. Alors on est un peu pris par le temps, donc on prendra le temps de l'écouter. On donnera les références d'ailleurs sur cette très bonne plateforme audio. Célia, alors donc on ne se fout pas de tout et on ne pleure pas de tout, mais on essaie de rire de tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez finalement, après du salariat que la plupart des gens considèrent comme, passez-moi l'expression, confortable, pourquoi vous avez choisi l'indépendance, à quoi ça correspond, et pourquoi aussi vous refusez, entre guillemets, de parler de ressources humaines, mais plutôt de parler de talent? Alors bonjour à tous. Déjà oui, n'hésitez pas à réécouter Coluche sur Bon Entendeur. Surtout il y a un passage en fait qui indique qu'il ne travaille pas, mais qui fait juste ce qu'il aime. Et c'est surtout ça qui est très important, c'est que après 10 ans de conseil, j'ai arrêté de travailler et je commence à faire ce que j'aime. C'est-à-dire que je fais mon métier que j'ai toujours fait depuis 10 ans avec des clients incroyables.
Mais au moins, je ne fais plus partie en fait des ressources, enfin en tout cas de la DRH d'une entreprise de conseil. Je suis mon propre patron. Et donc, je ne suis plus une ressource, je suis juste un talent que je mets à disposition de grandes entreprises. Et pourquoi j'ai fait ce choix-là, qui a été assez dur, hein, parce que c'est un choix professionnel, mais c'est aussi le choix d'une vie. C'est un chemin intérieur que vous devez faire, en tout cas que j'ai fait. Et ça m'a permis 2 choses. 1, la liberté, et 2, d'entreprendre. Donc, je suis maintenant facilitatrice en transformation digitale, c'est-à-dire que j'accompagne en fait les organisations dans le déploiement de nouveaux projets, des nouvelles pratiques collaboratives. Je suis aussi facilitatrice en design thinking. Donc ça, c'est ma casquette freelance. Et à côté, j'ai pu en fait créer une start-up sociale et sociétale qui permet en fait aux personnes de passer au zéro déchet. Et cette start-up, je l'ai créée avec ma belle-mère. Et pourquoi j'ai arrêté le CDI? Tout simplement parce que j'avais besoin du temps. Et ce temps-là était le mien et pas celui d'une entreprise. Et du coup, ce temps-là, ces semaines, ces jours que avant j'avais l'habitude de donner à mon entreprise pour aller travailler, maintenant elles sont à moi. Et donc du coup, je choisis soit de les donner à une entreprise, et donc du coup, je donne mon talent, ma bonne humeur, toutes mes capacités à gérer un projet, ma créativité aussi. Et puis j'ai aussi du temps à côté qui me permet d'entreprendre et de proposer, on va dire, des nouvelles choses et d'avoir des nouveaux projets. Alors, je suppose que vous ne le donnez pas tout à fait, mais vous l'échangez contre... voilà. Sinon, vous m'expliquerez comment vous faites, parce que là, ça m'intéresse. Vous dites que être indépendant, être freelance, finalement, quand on compare, et vous comparez votre vie de salarié et votre vie de freelance, c'est finalement plus productif. Alors, plus productif pour vous, vous allez peut-être pouvoir... creuser un petit peu ce que vous disiez à l'instant, c'est notamment la gestion du temps, mais peut-être pas que, mais également plus productif pour l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant, ce serait pas mal de développer un peu ce point et comment ça se traduit concrètement. Je pense que le fait de choisir, de pouvoir choisir, d'avoir la liberté de choisir, de travailler ou non et de travailler pour telle entreprise et telle mission, forcément, ça te permet d'être beaucoup plus efficace et engagé. Là, vous pouvez... Enfin, je ne travaille pas sur 5 jours. J'ai décidé de travailler sur 3 jours sur 5. Et donc, mes clients, je vais travailler 3 jours sur 5 avec eux, mais en pleine conscience. Et quand je serai là, je serai vraiment là et je ne serai pas embêtée parce que, je sais pas, ma société de conseil me crée des soucis ou alors je suis sur d'autres projets. Je ne dois pas vraiment le dire à mon client. Enfin bref, tout ce qu'on peut avoir dans une société de conseil. Voilà, je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus engagée et en fait, voilà, je fais ce que je faisais avant finalement, mais avec encore plus d'engouement et de plaisir. Mais si je comprends bien, c'est quelque chose que vous n'arriviez pas à faire avec l'entreprise dans laquelle vous étiez avant, ou les entreprises, peu importe lesquelles, mais en revanche, vous en avez discuté avec elles, enfin, vous avez essayé de mettre en place, parce que par exemple, il existe du temps partiel, qui est une autre forme de travail toujours salarié, ou du CDD éventuellement, si on veut enchaîner des périodes de pause et des périodes de travail à temps complet. Enfin bref, il y a des alternatives sans aller forcément dans l'indépendance. Donc ce choix d'indépendance, il correspond aussi à d'autres ressorts. Oui, effectivement, c'est pas juste avoir du temps pour soi et avoir un mi-temps. Je pense que c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée. Être freelance, c'est de se former tout seul, c'est de pas avoir vraiment besoin d'avoir, je sais pas moi, des formations d'une semaine où tu vas monter en compétence sur tel sujet. C'est avoir envie d'aller à des salons, aller à des séminaires, aller à des conventions pour te former seul et de pas avoir besoin de demander l'autorisation à ton N+1, +2, +3, parce que du coup, va falloir gérer le temps sur ton client, quoi. Et le temps partiel, c'est très compliqué, en fait, de le mettre en place, et surtout sur des métiers de consultant. Enfin, si vous êtes en temps partiel, l'entreprise de conseil n'aime pas vraiment ça, parce que vous êtes moins vendable auprès des clients. C'est la vraie vie, c'est ça, quoi. Alors, je pensais plutôt au sein d'entreprises qui vous emploient, que ce soit Capgemini, Orange, La Poste ou d'autres. Je ne pensais pas forcément à une entreprise de conseil. J'en reviens juste sur la formation, puisque vous l'évoquez. On parlait dans la table ronde précédente de effectivement
le dédouanement, je vais l'appeler comme ça, des entreprises qui utilisent des freelances, de leur obligation, puisqu'on y revenait tout à l'heure, de former leurs collaborateurs et effectivement de les accompagner dans leur employabilité. Aujourd'hui, le choix que vous avez fait du statut de travailleur, il est effectivement certes indépendant, mais également totalement autonome sur l'organisation de votre formation. Vous avez un métier qui demande quand même, enfin c'est vrai de tous les métiers, mais d'être en permanence à la pointe de l'actualité et de la technicité, parce qu'il y a de la technicité dans ce que vous faites. Comment vous l'organisez, comment vous le financez et auprès de qui vous vous appuyez ou pas d'ailleurs pour vous former? Alors pour moi, la formation, je trouve ça incroyable de se dire qu'on va pouvoir monter en compétence sur des sujets. Je suis une personne très curieuse et passionnée, donc moi j'adore me former. Du coup, c'est marrant, mais le deuxième jour où j'étais indépendante, je me suis connectée sur Eventbrite, mais j'étais... C'était la folie, c'était Noël, parce que du coup, je pouvais m'inscrire à tous les séminaires, toutes les formations dont j'avais envie, tout simplement. Donc moi, ce que je fais effectivement, c'est que je m'appuie surtout sur du social learning pour monter en compétences et pour me former et toujours rester, on va dire, dans la vague. Le social learning, c'est de pouvoir utiliser, on va dire, les communautés, pouvoir utiliser YouTube, pouvoir utiliser mon réseau. Et avec mon réseau, typiquement, on va troquer des formations. Donc la semaine prochaine, je vais aller à une formation de design systémique. Et en contrepartie, je vais soit troquer une formation que moi j'ai l'habitude de faire sur la facilitation d'atelier, ou sur le digital, ou sur de l'agilité, ou bien je vais aussi troquer des produits que je fais avec mon autre entreprise autour du zéro déchet. Voilà. Et quand vous travaillez donc en tant qu'indépendante pour des entreprises, parce que je suppose que ça vous arrive, évidemment, vous incluez dans vos négociations des sujets de formation ou des aspects de partage de la valeur un peu particulière ou pas du tout? Non, pas du tout. Ce que vous disiez tout à l'heure, Marc, en espérant qu'un freelance prenne du temps pour se former, en fait, moi, en tout cas, je prends ce temps-là en dehors des missions que je vais réaliser. Donc, je vais proposer, je vais travailler 10 jours pour une entreprise et je vais me garder 2-3 jours dans le mois pour pouvoir continuer à monter en compétences. Je le fais plutôt comme ça. Mais pour le coup, c'est un prix quand même d'être indépendant, ça a un prix, cette liberté a un prix. Et c'est pas juste je travaille 10 jours dans le mois et après je reste tranquille chez moi, c'est complètement faux. Ça demande beaucoup plus de travail qu'en CDI. Le CDI, pour moi, maintenant, c'est tranquille. Là, maintenant, vous devez tous les jours, pas vous battre, mais vous mettre en avant et c'est vous le produit pour pouvoir vivre, payer vos factures et puis aussi continuer à faire ce que vous aimez. Et du coup, dans ce temps-là, donc vous avez 10 jours par mois, je ne sais pas, vous travaillez réellement. Par contre, les 10 autres jours, vous devez vous former, vous devez être commercial, vous devez être comptable. Enfin, il y a énormément de choses, en fait. Mais oui, la formation, elle est à côté. Et quelle est votre perception, toujours quand vous travaillez en tant qu'indépendante pour des entreprises, donc au sein d'équipes constituées, essentiellement de salariés d'ailleurs souvent, comment ça se passe pour vous et enfin, quel intérêt vous en retirez, quelle observation vous en retirez? Et est-ce que sur le plan de la relation avec le manager, relation managériale, ça change quelque chose par rapport à avant ou rien du tout? Alors déjà, moi j'ai de la chance parce que je suis dans un métier où j'apporte des bonnes nouvelles. Je suis là pour faire en sorte que les personnes en fait travaillent mieux, plus facilement ou arrivent à être plus efficients, plus rapidement, ou voilà, je vais apporter de l'aide, donc du coup c'est beaucoup plus simple déjà. Et au début j'avais peur de pas avoir, de souffrir de pas avoir de collègues et que ça soit un petit peu compliqué quand j'arrive chez un client et que finalement je suis toute seule alors qu'avant j'étais portée par un collectif en conseil, mais finalement ça se passe très très bien. Et non, la relation manager chez le client et nous en tant que freelance, je trouve qu'il n'y a même pas de... c'est ce que disait Zérieb tout à l'heure, finalement, si le manager a un bon système de management et si finalement il a une équipe, et une équipe c'est pas des types d'emplois et on va travailler différemment avec ce type d'emploi, finalement ça se passe très bien.
On est là pour travailler, du coup on apporte notre talent et on est là pour résoudre un problème ou pour faire en sorte que le projet avance très bien et atteigne ses objectifs. Et donc on travaille en bonne intelligence et ça se passe très bien. On a coutume de lire dans les journaux que finalement cette envie de liberté et d'indépendance, c'est surtout et avant tout un phénomène générationnel. Alors, nous ne sommes pas de la même génération, vous êtes jeune. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ou en fait pas vraiment? Et comme on le disait tout à l'heure, finalement tout ça, c'est pas si nouveau que ça et que ça traverse les générations. Quel est le regard par rapport au travail de votre génération? Alors, quand je parle de ça à ma belle-mère, qui a 64 ans, elle me dit « t'as raison ». Genre, t'as raison, moi aussi j'aimerais bien être freelance. Bon, elle a été infirmière. Mais en fait, je pense effectivement que c'est générationnel. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus parce que je me posais vraiment cette question-là et j'avais j'avais lu pas mal d'articles qui indiquaient que notre génération, on a vu beaucoup nos parents travailler dur, rester 40 ans dans une même entreprise et puis finalement, parfois, ils sont un peu mis de côté, enfin bref, la fin de leur vie professionnelle est un peu compliquée et du coup on s'est dit, ma génération, je pense qu'on se dit pourquoi ils se font tellement de mal au travail, est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de travail qui pourrait être du plaisir? Ok, il y a beaucoup de travail, on réalise des tâches, tout ça, mais avoir du plaisir au travail parce qu'on passe franchement 80% de notre vie au travail. Enfin, moi, mes parents, c'est exactement ça et je pense que ma génération, on est trentenaire et c'est pour ça qu'une personne disait sur Malte, c'est plus de 30 ans, mais je pense en fait c'est parce qu'on a fait notre expérience en tant que CDI, CDD, ce que vous voulez, et on s'est dit finalement, je suis pas sûre que ça me convienne. Moi, j'adore travailler, mais pas aux conditions qu'on me propose, et du coup, moi, j'aimerais avoir mes propres conditions. Je dis pas que c'est la bonne solution d'être freelance, je dis juste qu'il y a des personnes comme moi qui testent d'autres types de formats de travail. Voilà. Et donc je ne vous pose même pas la question si c'était à refaire. Ouais, je pense pas. Et pourtant, oui, exactement, j'ai eu un vrai chemin intérieur à réaliser parce que j'étais un bourreau de travail. Je travaillais tout le temps et c'était comme ça que j'avais été éduquée. Et du coup, c'était très important d'être en présentiel, d'être la première sur le lieu de travail à 8h30, voilà. Et en fait, du coup, j'ai eu besoin de faire un chemin intérieur pour me dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas et qu'est-ce qui serait pour moi le travail idéal. Et je ne sais pas si je l'ai trouvé, mais en tout cas, je teste des choses. Et c'est vrai que là, je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus, bien en fait dans ma vie personnelle et professionnelle grâce à cet équilibre en fait que j'ai trouvé qui mêle un peu tout. Voilà. Merci beaucoup. On reviendra sûrement sur d'autres questions tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Michel Leclerc, pour effectivement, peut-être qu'on mette un peu d'ordre dans tout cela, et un peu de droit en tous les cas, ou en tous les cas quelques perspectives en la matière. Est-ce que vous, de votre position, donc certes de conseil et d'accompagnement des entreprises, et particulièrement de ces nouvelles formes d'entreprise, est-ce que vous voyez effectivement des évolutions significatives dans les relations au travail de la part des donneurs d'ordre et des employés, si on peut les appeler comme ça, ou les contractants, et quels sont les sujets de droit que vous voyez émerger au-delà de ceux qu'on a déjà évoqués, et peut-être en les creusant un petit peu? Alors, c'est vrai que nous, on a une position déjà particulière à deux égards. C'est que, un, on est avocat, et deux, on est des avocats du numérique. J'ai parlé d'avocat, c'est-à-dire que on n'est pas des avocats travaillistes, au sens de spécialistes du droit social, qui avons été formés sur le droit du travail pour en dresser des perspectives. Et au contraire, on a un cabinet qui s'est construit sur l'accompagnement d'entreprises numériques qui sont en fait les plateformes, les éditeurs de logiciels, les marketplaces. Et donc, on a, à travers l'accompagnement de ces entreprises-là, vu comment elles organisaient l'activité, le travail. Mais on a un manque qui est aussi un avantage, mais qui est qu'on n'est pas des avocats de contrat de travail. C'est-à-dire que nous ne conseillons pas nos clients sur ces sujets-là. Nous les conseillons sur plutôt les contrats de prestation de services. Donc justement, tout ce qui n'est pas un contrat de travail et tout ce qui est un contrat qu'on peut appeler un contrat de freelancing, un contrat de jobbing, pour utiliser des anglicismes que je vais vous expliquer. Mais on a ce biais
que je rappelle pour introduire mon propos. Et l'autre biais, c'est qu'on est avocat, donc on travaille avec des règles anciennes pour essayer de construire le futur. On est toujours contraint par la loi, on a face à nous des codes, des monolithes, des jurisprudences, des choses qui évoluent, des projets de loi. Dans notre secteur du numérique, les choses bougent beaucoup en ce moment, donc on a une grande dynamique, mais quand il s'agit d'analyser une situation de fait, on est toujours dans la posture de celui qui doit regarder tout ce qui est arrivé avant, en essayant de construire au temps t quelque chose qui sera pertinent au temps t plus 1, plus 2, plus 3. Donc c'est vraiment ça le challenge qui est le nôtre, et on le voit bien sur notre sujet, parce que quand on conseille des entreprises, qu'elles soient des donneurs d'ordre ou des plateformes, parce que c'est pas la même chose, et ça c'est peut-être la première distinction, c'est qu'une plateforme comme Uber, et je suis sûr que ça sera quelque chose qui va vous étonner peut-être, mais Uber n'est pas le donneur d'ordre de ses chauffeurs, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Uber, c'est une entreprise qui connecte des donneurs d'ordre que nous sommes tous, si nous utilisons cette application. Nous voulons être transportés d'un point A à un point B, et ceux qui y répondent, ce sont des chauffeurs qui utilisent l'application pour répondre à nos ordres, nous, consommateurs. Donc c'est une relation en fait tripartite, qui est déjà une relation extrêmement particulière d'un point de vue juridique, puisque dans une relation de travail, disons, traditionnelle, ou même une relation de donneur d'ordre avec son freelance, c'est un donneur d'ordre, un prestataire de service. Je dis ce que tu dois faire, tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, mais en tout cas tu le fais, et on n'a pas un tiers qui entre dans la danse. Sur une plateforme, ce qui se passe, c'est que vous avez un opérateur numérique qui édite un logiciel, et ça c'est un peu ça la première étape en fait du processus de création d'activité et de valeur des plateformes. Et essayons aussi de dépasser le côté Uber, parce qu'il y a des tas d'autres plateformes qui fonctionnent. Ces plateformes-là éditent une solution technologique. Elles le font d'ailleurs avec des freelances qui les aident à éditer la solution technologique. Cette solution technologique permet à des consommateurs ou des entreprises, mais en tout cas des gens qui veulent être transportés d'un point A à un point B, ou qui veulent obtenir telle ou telle prestation, de trouver cette prestation à un endroit et d'avoir, disons, la garantie ou l'assurance que l'offre pour leur demande sera disponible au moment où elles le souhaitent. Et de l'autre côté, elles organisent aussi les conditions d'activité de tous leurs offreurs. Donc ça peut être des freelances qui développent des produits, ça peut être des chauffeurs, ça peut être des livreurs, ça peut être des cuistots, ça peut être des serveurs, ça peut être des bricoleurs, etc. Et toutes ces personnes-là accèdent à une relation commerciale, en tout cas c'est ça le principe sur les plateformes, une relation de professionnel à consommateur, ou une relation B2B, si votre donneur d'ordre est un business, c'est une relation B2B, par le biais de ces plateformes. Et donc nous, quand on a commencé à conseiller ces entreprises, on est en 2013, donc on est vraiment 2013 à l'échelle de notre secteur, c'est la préhistoire, c'est-à-dire que Uber vient d'arriver en France, Airbnb est en train de se développer, et se pose la question de comment organiser cela, quels sont les risques, et quels sont les grands sujets juridiques. La requalification, et M. Véron l'a mentionné, évidemment c'est le premier sujet, parce que se pose tout de suite la question, puisqu'en droit français, le point de gravité extrêmement fort, c'est le contrat de travail, quand on réalise une activité pour quelqu'un, eh bien, se pose tout de suite la question, quelles sont les conditions qui me font tomber dedans, entre guillemets, le choix du mot vient par hasard, mais en tout cas, dans quelles conditions je suis dans un contrat de travail, dans quelles conditions je n'y suis pas. Ça, c'est incontestablement le grand sujet, le premier grand sujet de cette économie des plateformes et de l'économie numérique, d'un point de vue travail. Les autres sujets, c'est naturellement aussi le sujet du travail dissimulé, puisque si je fais travailler des gens, soit moi donneur d'ordre, soit moi plateforme qui facilite ce travail, qui ne sont pas dûment immatriculés ou qui ne respectent pas telle ou telle règle pour travailler, on peut tomber dans du travail dissimulé, soit par dissimulation d'emploi salarié ou dissimulation d'activité, qui sont des règles extrêmement lourdes et exigeantes puisqu'il s'agit d'infractions pénales. Donc ça, c'est un petit peu le deuxième volet, la deuxième vague des risques, en tout cas des enjeux juridiques quand on réfléchit au travail à l'ère du numérique. Et puis il y a la troisième vague qui est moins visible, mais que je suis sûr beaucoup d'entre vous ont déjà aperçu, c'est celle du marchandage, du prêt de main-d'œuvre illicite, puisque le principe, encore une fois, sur la base d'un contrat de travail qui est la norme absolue en droit français et en droit du travail, on ne peut pas prêter de la main-d'œuvre sans être de manière exclusive
sans être une entreprise de travail temporaire. On ne peut pas recourir à de la main-d'œuvre extérieure sans respecter un certain nombre de conditions. Et ces plateformes-là, parfois, se trouvent face à cet écueil-là, qui est de savoir si elles ne sont pas en réalité en train de faire l'activité d'entreprise d'intérim sans en avoir les autorisations, puisqu'être une entreprise d'intérim, aujourd'hui en droit français, c'est tout un pan du Code du travail et c'est tout un ensemble de conditions, de garanties financières, d'assurance que ces opérateurs de plateforme n'ont pas toujours. Donc c'est ça les grands enjeux. Et notre point de vue là-dessus, évidemment, est le choix d'avocat que nous avons fait, nous qui sommes une profession indépendante, multiséculaire, et plus personne ne se pose vraiment la question de savoir si les avocats sont des indépendants ou des salariés, ça a été de soutenir l'émergence de ces nouvelles formes de travail, parce qu'on a observé ce que dit Madame Vito, ce que dit Célia Martin, c'est exactement ça, c'est qu'on a observé un mouvement de fond vers plus de travail indépendant, choisi, contraint, mais en tout cas un travail indépendant qui se développe, et notre ambition c'est d'accompagner cela pour le sécuriser. Pour vous donner notre avis profond, c'est que naturellement le contrat de travail va survivre, a vocation à perdurer, et que le propos qui est souvent le propos journalistique d'opposer les deux est absurde. Le propos journalistique qui consiste à expliquer que la requalification est un risque monumental pour toutes ces entreprises est également une erreur juridique, puisque quand on regarde en détail ce que c'est qu'un contrat de travail, ce que c'est que le lien de subordination qui le définit fondamentalement, on est capable, avec toute la jurisprudence passée qu'il y a eu, de trouver des lignes de démarcation assez claires pour tout type de clients. Et donc en fait, le sujet du risque de requalification, s'il est géré par ces entreprises, que ce soit des donneurs d'ordre ou des plateformes, il devient un des risques juridiques de l'univers de risque de toute entreprise, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui peut être dirimant ou un obstacle irréfragable au développement de l'entreprise. Donc là aussi, c'est un petit peu le mythe du risque de requalification comme épée de Damoclès absolue sur la survie d'un mode d'activité ou des plateformes. C'est faux, parce qu'on a aujourd'hui de plus en plus d'éléments de réponse en jurisprudence pour nous expliquer la limite à ne pas franchir justement avec un travailleur indépendant. Donc ça c'est notre point de vue sur le secteur. Ce qui pour nous est fondamental, c'est qu'on observe que les manières d'appréhender ce sujet font souvent fi de la distinction fondamentale qu'il y a entre donneurs d'ordre et plateformes. Quand vous êtes Capgemini, vous avez recours à des indépendants, c'est vous le donneur d'ordre, et vous êtes parfaitement en droit d'exiger de votre travailleur indépendant un certain nombre de conditions pour travailler avec vous, de respecter un certain nombre de prérequis, de respecter un certain nombre de calendriers dans les livrables que vous lui demandez, et donc d'exercer un certain nombre de contraintes sur lui, c'est-à-dire de lui demander de rendre un travail de qualité en temps et en heure, de venir aux réunions de suivi d'un projet, de répondre aux emails, et en fait d'être un bon professionnel. Ce qu'on constate, nous, dans la pratique quotidienne, notamment dans les contentieux sur ces sujets, c'est qu'on a l'impression parfois que dès que quelqu'un demande à quelqu'un de travailler ou de faire des choses, certains pensent que, oh là là, je cours un risque de requalification parce que ce n'est pas mon salarié et seuls les salariés peuvent recevoir des ordres. En réalité, ça c'est faux, parce que quand on regarde les critères et la jurisprudence, on se rend bien compte que nous, quand on est avocat et qu'on conseille une entreprise, si on fait n'importe quoi, si on ne vient pas aux réunions, si on ne vient pas au tribunal pour les défendre, on va se faire débarquer, on ne va pas se faire payer, et on aura perdu un client, et jamais, au grand jamais, on va leur demander d'être requalifié en salarié de tel ou tel client. C'est pareil dans une relation commerciale, et c'est le point de départ en tout cas, c'est-à-dire que vous avez le droit de demander à un travailleur indépendant, aussi indépendant qu'il veuille être, s'il accepte librement, et c'est ça qui est fondamental, de travailler avec vous à des conditions que vous avez librement négociées ensemble, vous êtes parfaitement en droit d'exercer une certaine contrainte sur lui. Donc ça c'est le premier bloc fondamental de notre avis vraiment sur cette question-là, qui est: est-ce que je peux travailler utilement dans une organisation avec des indépendants si je travaille aussi avec des salariés, ou quelles limites ne pas dépasser? La clé pour nous, c'est le contrat, et c'est ce que vous avez négocié avant de commencer à travailler ensemble. Juste sur ce sujet-là, je fais une petite question focus.
quand on contractualise justement, est-ce que, et je me place presque, pas au niveau des achats là pour le coup, je suis un cran plus loin, je suis au niveau du manager, est-ce que je peux mettre dans le contrat ou faire mettre dans le contrat une obligation de moyens à minima, voire une obligation de résultat? Oui, les deux sont possibles. L'obligation qui est, par exemple, lorsqu'on est développeur informatique, de livrer telle ou telle ligne de code et telle ou telle fonctionnalité dans un produit, à condition qu'elle soit bien définie, c'est une obligation de résultat. Si vous ne délivrez pas le produit en temps et en heure, vous pouvez être sanctionné contractuellement. Quand on dit sanctionné contractuellement, c'est soit on actionne le contrat et on arrête de travailler ensemble, soit on met en place des pénalités, mais oui, c'est tout à fait possible d'avoir les deux, à la fois une obligation de moyens sur une partie du projet et une obligation de résultat sur une autre. Ce qui est plus compliqué, et c'est l'aspect management qui me fait réagir, c'est le sujet de comment est-ce qu'on fait travailler tous ces gens ensemble. Parce que nous, évidemment, on n'a pas cette expérience pratique, les avocats ne sont pas des grands managers, et on apprend quand on gère un cabinet à être manager, mais ça c'est un autre débat. Mais quand on voit des organisations où sur un même projet vous avez le salarié Y, l'intérimaire Z et le freelance A, nous avocats, on a tout de suite naturellement une lumière d'alarme qui s'allume, parce que quand on regarde la jurisprudence en matière de requalification, justement, les juges ont régulièrement par le passé eu pour habitude d'utiliser justement cette situation de fait, d'avoir un mélange entre salarié et indépendant pour requalifier l'indépendant en salarié. C'est-à-dire que c'est une jurisprudence qui s'est appliquée pour, par exemple, des libraires qui travaillent avec des étudiants et avec des salariés, qui ont requalifié ces étudiants en salariés parce que l'étudiant faisait la même chose que le libraire salarié, mais n'avait pas les mêmes avantages. C'est la même chose sur des chantiers, c'est la même chose dans d'autres secteurs. Et donc, le droit nous a légué cet indice du lien de subordination qui est que on travaille sur la même chose et on a deux statuts différents sans raison apparente. Donc, quand on a ce genre de configuration chez nos clients, on conseille évidemment, et ça vient naturellement, de définir les rôles de chacun et de faire en sorte qu'on ne mette pas deux personnes juridiquement, administrativement différentes sur exactement les mêmes tâches. Dans des projets complexes qui sont les projets des grandes entreprises, c'est assez facile à faire, puisque Célia n'aura pas le même rôle qu'un développeur informatique ou qu'une personne chargée du volet marketing de tel ou tel projet. Donc c'est pas très compliqué de montrer que on n'avait pas la ressource technique, donc on a pris un freelance. On avait en interne quelqu'un qui est du marketing, donc il est salarié, et Célia est venue pour ces compétences-là. C'est parfaitement justifiable. Ce qu'il est moins, c'est quand on a des projets qui durent des années, où sur la même tâche, dans le même bureau, avec les mêmes cartes de visite et les mêmes accès à la cantine, etc., qui sont des critères un peu tarte à la crème, mais qui existent, vous avez des personnes qui, l'une est en CDI, disons, au roi du monde, et l'autre payé à la tâche, prestataire de prestataire, avec des avantages bien moindres, ce qui génère un risque. Et peut-être avant un dernier point, c'est que le risque de requalification, nous tel qu'on le voit, mais c'est peut-être encore un biais de notre métier, c'est que c'est quelque chose qui naît de la frustration, c'est-à-dire que on demande sa requalification quand on en a marre. Et quand je dis qu'on en a marre, c'est on s'est fait débarquer par tel ou tel client qui nous a maltraités pendant X années, et on vient a posteriori tenter une action devant le Conseil des prud'hommes pour corriger une situation passée. Et donc en réalité, c'est un risque qui donc peut être géré au jour le jour, en évitant justement, en créant de l'engagement, en évitant de créer de la frustration. Parce que ce qui se passe, c'est que dans la plupart des cas, ceux qui demandent leur requalification, et l'exemple typique des chauffeurs Uber ou des livreurs Deliveroo, c'est ceux qui ont subi un accident du travail, ont été déconnectés du jour au lendemain de la plateforme sans qu'on leur dise ni pourquoi ni comment ils ont été déconnectés, qui ont été privés de chiffre d'affaires, qui se sont retrouvés dans une situation juridiquement difficile ou financièrement difficile et qui ont demandé leur requalification. Mais ce n'est pas un risque, disons, systémique pour une organisation qui travaille avec des indépendants, c'est un risque qui est extrêmement casuistique. Je reviens juste sur le point que vous évoquiez précédemment, sur effectivement
le fait d'avoir dans une même équipe des gens qui font la même chose avec des statuts différents, internes, externes. Vous avouerez quand même qu'à l'heure actuelle, on en rencontre des situations comme celle-là de plus en plus et dans des entreprises qui sont importantes, enfin qui ont une image à défendre, qui ont pignon sur rue et qui sont censées normalement respecter la loi et, voilà, et qui se parent souvent d'ailleurs de très jolis rapports annuels ou sociaux sur le sujet. Donc le risque, vous le voyez vraiment monter considérablement dans ces configurations-là ou pas? Non. En fait, je ne le vois pas monter parce que dans ces configurations-là, moi, mon expérience de ce que je vois dans ces grandes organisations, c'est que ces personnes-là qui sont mélangées, on est sur des profils de personnes où le risque de créer de la frustration parce qu'il y a des mauvaises conditions de travail ou parce que les personnes sont traitées comme des tâcherons, il est moindre parce qu'on parle de personnes qui ont des compétences spécifiques et de projets au long cours avec un environnement de travail qui est quand même bien plus aisé à corriger et à rendre plus confortable que quand on parle des cas un peu pathologiques aujourd'hui, qui est celui du livreur qui passe sous un bus ou du chauffeur Uber qui se fait déconnecter du jour au lendemain. Ça, je l'entends, mais vous conviendrez tout de même que... alors là, je me place plus d'un point de vue organisation syndicale, mais que quand on est élu dans des entreprises qui s'organisent comme ça de plus en plus, on n'est pas censé d'ailleurs d'un point de vue CHSCT, mais pas sur le reste. Oui. Les conditions de travail, oui bien sûr, et d'espace de travail, mais pas sur le reste, s'occuper de cette partie des collaborateurs qui n'en sont pas finalement. Ça pose quand même une problématique quand les sujets durent longtemps, que ça impacte des espaces de travail, on l'évoquait tout à l'heure, et une forme de rationalisation des espaces de travail, et que ces gens-là sont embarqués dans les équipes pour 18, 24, 36 mois, voire au-delà, parce que les projets que l'on mène pour sortir un logiciel ou pour sortir je ne sais pas quoi, prennent du temps. Donc ça pose quand même une question. Non, mon point de vue, c'était le point de vue froid du niveau de risque si je devais conseiller une entreprise. Mais c'est évidemment une question à souligner. Et puis vous avez là encore une fois toute une ligne de décision de justice qui concerne beaucoup les SS2I et des personnes qui sont dans une entreprise sous des statuts qui ne sont pas des statuts, disons, de contrat à durée indéterminée, pendant 2, 3, 4, 5 ans. Évidemment, à la fin, ça fait courir un risque à l'entreprise assez substantiel. Une dernière question avant de laisser la salle s'exprimer. Vous évoquiez tout à l'heure le prêt de main-d'œuvre illicite, qui est effectivement un des risques très importants, et ça depuis longtemps d'ailleurs, oui. Avant même le redéveloppement de l'indépendance. On observe quand même que des sociétés d'intérim, que je ne citerai pas, mais qui sont connues, font le chemin inverse, c'est-à-dire créent des plateformes de freelancing aujourd'hui. Oui. Vous en pensez quoi? Vous voyez l'intérim évoluer comment? Enfin bref, et d'un point de vue de droit. Et tout ça, ça a quelle résonance sur un futur marché du travail? Et quelle est votre conviction là-dessus sur le marché du travail? Je ne sais pas si on peut faire à 5-10 ans, mais... On a observé ce phénomène de l'autre côté. C'est-à-dire nous, on a vu des plateformes se créer comme des plateformes. C'est-à-dire, je suis un intermédiaire. Je ne fais que connecter une offre à une demande. Et certaines, parce qu'elles travaillaient dans des secteurs où les intérimaires leur imposaient une grande pression, les entreprises d'intérim leur imposaient, disons, une grande pression à la fois de procédures judiciaires et d'accusations de concurrence déloyale, sont devenues des entreprises de travail temporaire. L'exemple que vous connaissez peut-être, c'est l'entreprise Side. Side, c'est une entreprise qui s'est initialement créée comme une plateforme qui visait à connecter des micro-entrepreneurs avec des entreprises pour faire des tâches très diverses, mais avec beaucoup d'aspects vente en boutique, stockage, triage de colis, mise en forme de colis, logistique, aide à la logistique. Et cette plateforme-là a fait le choix de devenir une entreprise de travail temporaire. Alors nous,
on est extérieur à ce choix, mais d'un point de vue extérieur, ça donne l'impression aussi d'avoir voulu acheter, disons, la tranquillité de ce point de vue-là. Alors que d'un autre côté, on défend, nous, des plateformes qui se sont structurées dans d'autres secteurs, par exemple l'hôtellerie-restauration, qui, elles, connectent des micro-entrepreneurs avec des gérants d'hôtels, cafés et restaurants, et qui les connectent pour des durées extrêmement ponctuelles, pour des besoins limités, et qui fonctionnent comme des véritables plateformes où la relation contractuelle est une relation tripartite, avec d'une part la plateforme et d'autre part le contrat de prestation de service par mission, conclu entre le donneur d'ordre et l'entreprise. Et ces entreprises de travail temporaire qui pivotent, comme on dit, qui changent leur modèle, on regarde ça d'un bon œil parce que ça permet déjà de montrer qu'en fait on peut faire les deux, qu'il n'y a pas, à condition de respecter les contraintes qui sont les vôtres quand vous êtes une entreprise de travail temporaire et les contraintes qui sont les vôtres quand vous êtes une plateforme, ben vous pouvez travailler dans le même secteur et parler aux mêmes clients. C'est un petit peu comme dans les transports, vous avez les taxis et les VTC, deux professions bien différentes qui travaillent pour les mêmes clients et qui aujourd'hui vivent, disons, correctement ensemble. Et bien, dans le travail temporaire de courte durée, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une sorte aujourd'hui d'équilibre et de convergence, ou en tout cas de coexistence, et pas forcément pacifique encore, mais entre le modèle de l'entreprise d'intérim, qui a ses contraintes, comme je le disais dans le Code du travail, mais aussi la plateforme. Et là, j'insiste dessus, c'est qu'être une plateforme, c'est pas être un acteur nébuleux caché en Irlande ou en Californie qui fait travailler les petits Français. C'est être une entreprise technologique qui a beaucoup de salariés en France et qui édite un logiciel de mise en relation. Donc, et c'est aussi avoir des responsabilités et tout un corps de règles qui s'est construit autour des plateformes de mise en relation pour justement les responsabiliser, leur donner des droits et des obligations de la même manière qu'on donne des droits et des obligations aux entreprises de travail temporaire. Donc ça pour moi, c'est ce que vous décrivez comme mouvement. Je le vois d'un bon œil parce que c'est pour moi un peu l'exemple d'une coexistence possible et donc d'une pacification des relations et donc chacun peut se concentrer sur son activité et la création d'activités, donc faire travailler des intérimaires, faire travailler des indépendants sans que l'un veuille faire disparaître l'autre, ce qui pouvait être le cas il y a quelques années. Merci beaucoup. Peut-être juste une dernière question pour toi, Marc, très, très brève dans la réponse, et ensuite on passe la main à la salle. Est-ce que, de ton point de vue, l'entreprise peut, à terme, ou peut-être l'est-elle déjà, devenir un véritable hub de talent, et rien que cela? Alors, là, c'est peut-être plus avec ma casquette de consultant que DRH, mais moi j'accompagne aujourd'hui les entreprises dans des changements d'organisation et dans des transformations. Et ce que je vois, c'est que les entreprises qui aujourd'hui arrivent à se transformer de la meilleure manière, c'est des entreprises qui sont ouvertes, c'est-à-dire qui sont ouvertes à la fois par rapport à une diversité en termes d'équipe et de formes de travail, et qui sont ouvertes aussi dans les collaborations qu'ils peuvent avoir avec les startups. Donc je travaille, moi en particulier, puisque je travaille pour l'accélérateur d'Orange, dans du mentoring auprès de start-up et dans cette relation justement entre start-up et grands groupes. Et je trouve que c'est vraiment créateur de richesse, que ça apporte beaucoup à la fois à la grande entreprise qui se transforme plus vite et mieux, tout en arrivant à concilier aussi les attentes d'une génération qui peut-être recherche plus à travailler dans des petites structures de type start-up ou carrément en freelance. Et tout ça, je trouve, c'est vraiment une nouvelle façon de voir l'entreprise, non pas en fait cadenassée derrière ses murs, mais vraiment ouverte et l'entreprise qu'on peut appeler l'entreprise étendue. Très bien. Je vous donne la parole. Donc, même règle que tout à l'heure, on se présente et on pose sa question. Oui. Oui, je trouve dans les débats que c'était fort intéressant, mais il y a un angle où il n'y a pas eu c'est-à-dire il n'y a eu pas de représentant de l'État qui est le régulateur sur le marché du travail, sur le marché du commerce, et donc pourquoi l'État laisse faire, je dirais, ces différents statuts
soit des statuts commerciaux, soit des statuts du travail. Et est-ce pour faire baisser globalement le coût du travail en France? La question est là. Et est-ce que ça ne va pas générer une forme de paupérisation du salariat, enfin, ou des gens du travail? Voilà, c'est cette question-là. Parce qu'il existe un statut qui est le portage salarial. Qui s'appelle le régulateur aurait pu dire on fait des plateformes de portage salarial et les entreprises du style Uber vont chercher chez ces plateformes de portage salarial les entrepreneurs ou les freelancers. Voilà, c'était juste une réflexion. Très bien, on va peut-être prendre d'autres questions et puis on fera une réponse après 2-3 questions. Oui, en partant de l'idée que la plateforme n'est pas la seule chose de notre problématique, loin de là. Donc ma question est la suivante. Il y a dans des secteurs économiques, notamment industriels, l'automobile ou l'aéronautique notamment, des pratiques de management des fournisseurs qui sont assez vertueuses, avec des logiques de développement du fournisseur, de l'intégration à long terme, etc. Alors ma question s'adresse à Michel et puis à Marc, mais au monde syndical. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une forme de contrat collectif qui donnerait un certain nombre de vertus sur les engagements que l'on prend avec des gens qui travaillent pour vous, quelle qu'en soit la forme, et ensuite qui se déclinerait sous la forme, je veux dire, contractuelle, salariale, portage ou autre. Parce que de toute façon, on a dans l'entreprise étendue à la fois des entreprises qui travaillent pour nous et des gens dont il faut le garantir qu'en quelque sorte on ne fasse pas ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à tout prix à abaisser le salaire ou la rémunération, mais qu'on cherche réellement des talents, pour reprendre. Donc est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de quel type de contrat collectif, qui sera en quelque sorte un chapeau de contrat de travail sous toute forme ou de contrats commerciaux, qui garantissent une vision assez transparente et large, enfin finalement, d'utilisation des talents des personnes? Je ne sais pas si je ne peux pas tenir, mais... Voilà, merci pour la question. Oui, madame. Ah oui, pardon. Merci. Marie-Christine Badet, je suis DRH de transition et j'exerce pour des entreprises publiques qui se rapprochent du privé. Ça a été le cas d'Air France, du groupe La Poste, où j'étais à la Dex Ouest, des EPIC ou des EPA. Et j'ai travaillé avec Antoine Lioncan sur le rapprochement subreptice entre le droit du travail et le droit commercial sous l'égide du droit civil. Et je trouve que toutes les questions qu'on voit aujourd'hui sous forme de statut ou autre, ou du contrat de travail, se rapprochent beaucoup de ce que j'avais pu regarder à l'époque. Et donc ma question s'adresse à Maître Leclerc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans votre quotidien, de ce rapprochement, notamment entre le droit du travail et le droit commercial? Est-ce que le droit commercial est plus simple ou pas forcément? Merci. Alors, je vous propose déjà de répondre à ces 3 questions, puis on reprendra un tour de questions après. Il y en a 2 pour vous, Michel Leclerc. Celle qui vient d'être posée à l'instant, et puis peut-être le sujet je mets des guillemets, du laisser-faire potentiel de l'État, enfin du régulateur, sur effectivement les différentes formes de travail et le développement du travail indépendant. Et je propose que Marc, tu prennes le sujet management fournisseur vertueux. Je pense que c'était, d'ailleurs, il fallait le comprendre, quand vous disiez collectif, c'est au sens de la branche. Oui, d'accord. Alors, c'est des questions extrêmement complexes que vous me posez, mais ce qui est certain, c'est que ma pratique, la pratique, pour vous répondre, madame, la pratique qu'on a aujourd'hui dans notre cabinet, par notre positionnement, qui est d'accompagner des donneurs d'ordre sur leur contrat avec des indépendants et des plateformes sur leur relation avec le marché qu'elles organisent, est une pratique qui part du droit commercial et qui ne cesse de se confronter et de se comparer en sachant où on met les pieds avec les principes du droit du travail. Et donc on a cette gymnastique permanente qui est de regarder une situation de fait, essayer de la faire rentrer dans les cases d'un contrat commercial, en évitant
qu'elle devienne une situation de travail et qu'elle soit, disons, aspirée dans le code du travail. Et la démarche qui est la nôtre n'est pas du tout une démarche c'est une démarche d'avocat, et nous, les avocats, on est des mercenaires. Hein. C'est vraiment ça, comme ça qu'on se définit, nous, à titre personnel, c'est qu'on travaille pour ceux qui nous donnent du travail, et on essaie d'optimiser leur situation. Et c'est vrai que la pratique, aujourd'hui, du cabinet, c'est une pratique qui vise à sécuriser des situations commerciales en évitant qu'elles ressemblent à des situations de droit du travail, et donc en évitant les abus qui feraient tomber dans le contrat de travail. Et quand on dit abus, c'est un mot difficile à choisir, mais l'idée, c'est de conseiller ses clients sur la manière dont ils doivent interagir avec leur contrepartie commerciale, travailleurs indépendants, qu'ils soient donneurs d'ordre ou pas, pour les traiter avec l'indépendance qu'ils leur doivent et en respectant un certain nombre de règles, et éviter qu'elles-mêmes portent un risque ou qu'elles fassent courir un risque aux travailleurs indépendants avec qui elles travaillent. Je ne sais pas si c'est une réponse satisfaisante à votre question, mais c'est effectivement notre pratique quotidienne ressemble à ça. Oui, merci. C'est satisfaisant, même si effectivement elle ne répond pas à cette vaste question. Donc, droit commercial ou droit du travail, quel est le plus simple ou bon, pas forcément, mais effectivement, il y a aussi de la protection du salarié derrière. C'est vraiment deux statuts, quoi. Merci, maître. L'autre question, c'était sur le laisser-faire, entre guillemets, de l'État sur l'émergence de nouvelles formes et statuts de travail. Alors, nous, on a... alors, sur le laisser-faire, moi, je ne suis pas assez équipé intellectuellement pour avoir un avis vraiment sur faut-il laisser faire ou pas. Mais et c'est facile pour moi de m'abriter derrière ma casquette de technicien, mais quand j'ouvre aujourd'hui les textes et que je travaille au quotidien, quand je vois qu'il y a de plus en plus de règles, à la fois françaises et européennes, parce que l'Europe est très active sur ces sujets des nouvelles formes de travail et des plateformes, qui s'appliquent à ces modèles-là et qui les contraignent. Et ce que j'observe, en tout cas chez nos clients, c'est une volonté d'avoir un moule dans lequel se fondre, parce qu'en fait, cette insécurité juridique qui, pour certains, paraît comme une sorte de laisser-faire, on les laisse ne respecter aucune règle pour nous paupériser, pour eux, c'est surtout, on ne nous donne pas d'endroit où nous loger pour développer notre activité de manière sereine. Et donc, la demande des opérateurs numériques vertueux qui sont nos clients, c'est donnez-nous des règles claires pour qu'on puisse s'y conformer. C'est une réponse, je sais, pas satisfaisante et pas directe à votre question, mais c'est comme ça, nous, en tout cas, qu'on voit la question de vers quoi on va. Pour moi, on va de plus en plus vers de plus en plus de régulation. Et à ce sujet-là, j'élargis un peu le propos, c'est que je fais la distinction entre régulation et réglementation. La réglementation, c'est le code du travail, c'est les articles de loi, les articles réglementaires, les décrets, etc. La régulation, c'est un petit peu ce qui a été fait pour les données personnelles à l'échelle européenne. C'est un grand principe qui est le RGPD, des règles fondamentales, des sanctions très importantes et une grande liberté laissée aux acteurs, c'est-à-dire les entreprises, pour s'y conformer et pour être capable de justifier qu'elles y sont conformes. Et cette logique-là, aujourd'hui, nous, chez Parallèle Avocat, on étudie beaucoup justement à quoi va ressembler le droit de l'Internet de demain et la réglementation de l'activité de ces acteurs numériques. Toute la doctrine américaine et européenne et française sur le sujet s'accorde pour dire que le modèle de la réglementation, de la loi étatique très nationale ne fonctionne pas. Ce qui peut fonctionner, et le RGPD est en train de le montrer, c'est des principes qui sont des principes plus mous, moins directs, moins précis en fait, qu'on met à la charge des entreprises d'appliquer. Ces entreprises-là doivent les appliquer et doivent se ménager la preuve qu'elles les appliquent. Et l'État vient ensuite contrôler que l'entreprise les a bien appliquées. Et ce modèle-là, pour moi, c'est un modèle vertueux en fait, de régulation, de coexistence. Et c'est un petit peu ce qu'on appelle de nos voeux et qu'on aimerait qu'il se développe en Europe dans les prochaines années.
Je vais me permettre de sortir 30 secondes de mon rôle d'animatrice et de reprendre ma casquette effectivement syndicale pour confirmer les 2 points que vous venez d'évoquer, peut-être un tout petit peu plus précisément. Effectivement, les choses se passent beaucoup plus sur la question que vous posez sur le champ européen. Enfin, c'est beaucoup plus dynamique sur le champ européen en matière de réflexion et d'avancée parlementaire que sur le champ strictement français. Mais c'est pas grave, puisque nous sommes en Europe et nous sommes partie prenante de l'Europe. Et effectivement, par exemple, et vous me corrigez si je me trompe, fin 2018, il y a eu une ouverture européenne, alors pas sur tous les métiers malheureusement encore, mais une ouverture européenne pour pouvoir commencer à négocier dans le cadre des branches collectives le sujet effectivement de certaines catégories de freelance, enfin, de certains métiers, sous un format indépendant. Travailleurs indépendants. Ça, c'est le premier point. Et sur le sujet de la régulation, je vous rejoins complètement. Et on ne citera pas de nom là, mais il se trouve qu'on a si j'ose dire, des clients communs de plateformes qui sont plutôt des plateformes européennes, pour dire les choses, et qui recherchent effectivement des régulations bipartites, tripartites, avec l'ensemble des parties prenantes, dont les organisations syndicales, pour effectivement faire avancer ces sujets de droit, mais sous l'angle de la régulation et de droit social en particulier, et donc de respect d'un certain nombre de normes. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Alors c'est lent, bien sûr, on est toujours impatient, mais ça va plutôt dans le bon sens. Oui, et d'ailleurs la question de relation avec les fournisseurs ira dans ce même sens de la régulation, que je trouve être plus efficace que la réglementation, même s'il faut de la réglementation. Parce que pour avoir notamment une image positive, qu'on soit petite ou grande entreprise, il faut avoir le minimum de problèmes et des bonnes relations avec les gens avec lesquels on travaille, quel que soit leur statut. Je vais vous donner juste quelques exemples. Si demain, je dirais, dans une structure, un magasin, n'importe, un établissement, vous avez un grave accident de travail, voire même un décès, le DRH, il ne va pas dire, attendez, lui, il n'avait pas un contrat de travail, c'est un prestataire, ça ne me concerne pas. Non, je veux dire, si ça s'est passé dans un magasin avec une enseigne un tel, c'est l'enseigne un tel qui, de toute façon, aura son image qui sera concernée et même sa responsabilité qui pourrait être engagée. Donc, cette relation avec les fournisseurs, elle est forcément une relation qui doit être à la fois non seulement bienveillante, mais aussi qui doit se faire en concordance avec les valeurs. Et l'entreprise a tout intérêt à convenir d'ailleurs, en plus du contrat commercial qu'elle peut avoir avec un prestataire ou avec qui soit indépendant ou pas, d'avoir aussi l'adhésion à un certain nombre de sujets. Je vais prendre là aussi un exemple. Je veux dire, en tant que DRH, j'ai fait travailler une quantité de cabinets de recrutement. Eh bien, à partir du moment où l'entreprise établit que la question de la mixité à l'intérieur de l'entreprise est essentielle et qu'on doit recruter plus de femmes dans un secteur dans lequel la proportion de femmes est trop faible, eh bien, on demande aussi à la société qui fait le recrutement de proposer dans les 3 candidatures au moins une femme, et c'est quelque chose qui est contractuel et qui est dans la convention. Donc, je dirais que ce soit sur des questions de sécurité ou des questions, je dirais, de choix qui sont faits par l'entreprise, sur certains points, je dirais, dans la relation commerciale, on est en droit, et le DRH a aussi la possibilité de s'exprimer pour faire en sorte que le contrat commercial respecte un certain nombre d'éléments un peu spécifiques à l'entreprise et à son image et à ses valeurs. Y a-t-il une ou deux dernières questions, monsieur ? Oui, bonjour, Yannick Fondeur, je suis chercheur en sciences sociales. J'ai une remarque et une question. Une remarque pour aller dans le sens de la convergence entre travail temporaire traditionnel, on va dire, et plateforme, convergence qui s'observe aussi, je trouve, dans les services informatiques entre SS2I et plateforme. Un signe de ça, c'est par exemple l'ouverture très récente d'UberWorks, qui a ouvert récemment à Chicago, Uber allant sur le champ du travail temporaire, sur la base de partenariats avec des entreprises d'intérim traditionnelles. Donc moi, la question que je me pose, fondamentalement, c'est qu'est-ce qu'une plateforme ? Est-ce qu'on n'est pas resté trop focalisé sur la forme numérique de la plateforme et
est-ce que finalement, les entreprises de travail temporaire, les SS2I, n'étaient pas elles-mêmes des plateformes? Voilà. Et la question s'adresse par contre à Célia. Je crois que l'absent de cet après-midi, c'était les collectifs de freelance. Parce que les freelances s'organisent, et c'est tout à fait net, et s'organisent en dehors des plateformes, notamment pour constituer des équipes de freelance pour répondre à des projets, pour avoir un flux d'affaires, etc. Est-ce que vous participez à ce type de collectif? Comment vous obtenez vos missions? Finalement, est-ce qu'il y a une dimension collective à votre travail d'indépendant qu'on imagine trop comme un solo, mais il y a d'autres moyens de créer du collectif? Oui, effectivement, c'est une excellente question. Justement, je pensais ne pas avoir de collègues, et en fait, j'en ai beaucoup plus qu'avant. Et je pense que c'est du fait de ce que tu viens de dire, le côté collectif. Là, je suis en train de le construire, mais je me rends compte que c'est assez facile de construire une sorte de réseau de personnes qui sont comme moi. Et en fait, on se regroupe, je pense, par valeur et par aussi talent. Et après, on passe en fait des soirées. C'est plus des rendez-vous professionnels du 14-15h30. C'est plus, on va aller boire un verre ou on va aller prendre un café. On va partager nos valeurs et après, on va aussi partager nos talents et voir comment on peut faire une synergie ensemble. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive après à travailler ensemble. À la fin de ce rendez-vous, on se dit ok, cool, on pourra bosser ensemble, ça va être sympa. Et ça veut dire qu'on va pouvoir en fait s'apporter mutuellement des missions. Et effectivement, les missions que j'ai, moi ça fait pas longtemps en fait que je suis freelance, je l'ai que par mon réseau et par soit des anciens collègues avec lesquels j'ai très bien travaillé, ils étaient très contents de travailler avec moi et maintenant ils sont passés freelance ou alors ils ont des amis freelance. Ben, c'est comme ça en fait qu'on arrive à se créer en fait un réseau. Après, j'ai aussi des amis maintenant qui sont aussi freelance comme moi, qui ont créé typiquement le comptoir commun, qui sont des regroupements de talents qui vont permettre entre freelance de différents horizons et différents talents de mutualiser nos talents et d'apporter un conseil à une grande entreprise et pouvoir apporter, on va dire, pouvoir effectivement répondre à une mission beaucoup plus importante. Donc effectivement, on va travailler en solo sur certaines missions, mais dès qu'on va pouvoir travailler avec d'autres personnes et faire rentrer d'autres freelances, d'autres talents, on va le faire grâce à ce réseau-là. Après, les plateformes, Malte ne le fait pas, mais la crème de la crème le fait et je trouve ça très bien. On utilise en fait un réseau social au sein de la crème, donc qui est une plateforme comme Malte, de mise en relation en fait, de freelance et de grandes entreprises. Et Crème de la Crème propose un réseau social où justement, soit on peut apporter des missions en indiquant qu'on a besoin de mains fortes, ou alors de proposer nos talents en disant voilà, je suis freelance depuis tant, moi ma spécialité c'est l'accompagnement au changement, c'est la transfo digitale interne. Si ça vous dit, n'hésitez pas. Et c'est comme ça, grâce à ce réseau social, qu'on se met en relation et qu'on a une force de frappe beaucoup plus importante. Mais le réseau est très important finalement quand tu es indépendant et surtout, ce qui est important, c'est que c'est pas de rester chez toi seul parce que sinon c'est très vite dérangeant finalement. Voilà. Michel, peut-être la réponse à la première partie de la question, effectivement, est-ce que les plateformes, ça n'existe pas depuis longtemps, enfin, et notamment de mise en relation ou d'agrégation de talents? C'est un sujet absolument passionnant parce que quand on est juriste, on a une obsession de la définition. La plateforme est définie en droit français seulement depuis la fin de l'année 2015. C'est la loi Le Maire pour une République numérique. Elle fixe des critères qui sont assez clairs, mais si on prend un peu plus de liberté avec la rigueur juridique et la qualification, évidemment que cette idée d'intermédiation, de mise en relation, elle peut aussi même être appliquée à une entreprise de travail temporaire, puisqu'en fait, elle se borne à recruter quelqu'un et le placer chez quelqu'un d'autre. Donc, elle a joué un rôle d'interface aussi, mais ce n'est pas la définition juridique.